Bienvenue dans Semaine en 45, Madame, Messieurs. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par la nomination de Judith Tuluka au poste de Premier ministre de la République démocratique du Congo. Tenue par cette nomination le 1er avril par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Tuluka devient la première femme en République démocratique du Congo d'entrer à la primature. Et donc, nous allons donc faire le point sur les enjeux, les attentes, les défis et aussi les perspectives du gouvernement à venir. Et aussi, dans l'autre temps, nous allons aussi essayer de faire le point autour de propos de cardinal Ambongo, qui, selon lui, il ne faudrait pas au préalable essayer de condamner, je l'ai dit avec mes mots, essayer de condamner le citoyen congolais qui partent dans la rébellion à l'Est, mais il faudrait se poser des questions de fond. Et comme ça, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a demandé des clarifications envers le propos du cardinal Ambongo, qui, selon lui, le cardinal devrait normalement nous apporter de l'éclairage autour de ces propos qui, pour Patrick Mouyaya, encouragerait la rébellion à l'est de la République démocratique du Congo. Vous les avez demandé encore une fois sur ces plateaux et nous avons eu le plaisir de les inviter encore. Il s'agit bel et bien de Joseph Edeba, qui est président fédéral LLGD, parti cher à Matata Ponyo. Joseph Edeba, bienvenue dans Semaine en 45. Merci beaucoup. Et aussi de l'autre côté, Patrick Mpiana, qui est secrétaire fédéral chargé d'études et de planification UDPS Tshisekedi. Patrick Mpiana, bienvenue dans Semaine en 45. Oui, merci beaucoup d'avoir pensé à nous au moment où le peuple a besoin de nous écouter par rapport à l'information politique du moment. Et donc, vous le savez, la République démocratique du Congo connaît enfin le Premier ministre et il s'agit bel et bien d'une femme en la personne de Judith Suminwa Tuluka. Elle est la première femme depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo à être Premier ministre et donc elle sera dans le 2 ou peut-être dans 5 ans aussi. Il s'agit là de son rendement Premier ministre en République démocratique du Congo. Alors je vais commencer avec vous, Patrick Mpiana. Quelle analyse faites-vous de cette nomination et aussi du gouvernement prochain de compétences professionnelles, puisque ce sont là des mots que Judith Tuluka a eu à émettre autour de son gouvernement, un peu comme des warriors à l'époque? Bon, je pense que lorsqu'elle a parlé des compétences, parce qu'elle-même, c'est déjà une compétence, parce qu'au vu de ce que moi j'ai consulté comme son background en termes de quoi? De son cursus académique et professionnel, je pense qu'elle pourra faire l'affaire, dans le sens où elle a fait ses études de comptabilité d'abord. Faire des études de comptabilité, ce n'est pas donné à tout le monde. Elle est de même filière que moi, c'est-à-dire le fait qu'elle a une maîtrise en économie appliquée, ce n'est pas une moindre affaire, parce que lorsqu'on fait les sciences économiques, cela suppose que vous avez une maîtrise de tout ce qui est chiffré. Et lorsqu'on fait aussi la comptabilité, c'est-à-dire vous maîtrisez des différentes notions liées à l'équilibre, parce que la comptabilité a comme fondement les bilans, ce qu'on appelle les bilans. Et si vous regardez dans les bilans, il faut avant tout chercher un équilibre entre les emplois et les ressources, et entre les charges et les produits. Donc comprenez que maîtriser ça, ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas donné à n'importe qui. Même lorsque vous prenez quelqu'un qui a fini dans la même université que moi, l'université de Kinshasa, que ce soit l'université protestante du Congo ou l'université catholique, celui qui a fait les sciences économiques, vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui a un fondement fondé sur la rationalité. Expliquez-moi et acceptez ces pléonasmes-là. Donc tout est fondé sur la rationalité. Et ça, c'est déjà un atout pour la République. Et deuxièmement, en termes d'expérience professionnelle, elle n'est pas néophyte dans ce sens où elle a commencé ses débuts dans un cabinet politique sous la gestion d'un Premier ministre qui gérait bien les cadres macroéconomiques. Il s'agit de Matata Ponyo. Et à cette époque-là, le VPM de budget, c'était Moukoko Samba. Et c'est de là où elle a commencé comme conseillère.
jusque, selon des indiscrétions, à être DIRCABA. Et à cette époque-là, le DIRCAB de budget du ministre, c'était Anthony Kinzo, qui aujourd'hui nous fait des très bonnes choses à l'Agence nationale de promotion de l'investissement que nous appelons l'ANAPI. Donc, elle a évolué avec Anthony Kinzo, elle a évolué avec mon professeur, celui qui m'a donné le cours des méthodes quantitatives, Mukoko Samba, et c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses dans ces cours-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une dame qui sera en mesure de répondre à nos préoccupations. Pourquoi? Parce que dès lors qu'elle a évolué à l'extérieur du pays, et elle a commencé ici dans des différents projets de développement à l'est de la République démocratique du Congo, ce qui est déjà positif. Et elle a été au gouvernement avec Mukoko Samba. Par la suite, elle a travaillé avec le président de la République dans la veille stratégique. Parce que lorsqu'on travaille dans la veille stratégique, c'est là où on essaye d'analyser sur le plan économique, d'anticiper beaucoup d'événements. Et depuis tout ce temps où elle travaillait avec l'ancien régime, elle était toujours de l'UDPS? Ce qu'il faut savoir est que lorsque vous évoluez dans les institutions des Nations Unies ou les multinationales, je peux te parler de moi par exemple, que je te parle de moi. Moi, je suis né dans une famille, qu'est-ce que je dirais, une famille congolaise, dont le papa, en 82, a été arrêté par le fait que son nom se retrouvait parmi les supposés membres de l'UDPS. Et dès là, l'UDPS a été adopté dans la famille. Mais lorsqu'il fallait évoluer sur le plan professionnel, j'ai travaillé dans le groupe Heineken, que nous appelons la Bralima. J'ai travaillé chez Vodacom, qui est groupe des filières Vodafone. Dans ces institutions-là, on ne se marie pas avec la politique. Donc, ça dit qu'on doit suivre ce qui doit être fait et s'exempter. Mais cela ne dit pas qu'on ne doit pas avoir l'attachement et le souci d'évoluer dans un monde politique. Et à part ça, on peut avoir servi un ministre de la République qui a travaillé avec Kabila. Mais cela ne dit pas que le fait de travailler avec Kabila, cela sous-entend que vous avez été dans le mouvement politique de Kabila. Je peux te donner encore un deuxième exemple. Si vous appelez le secrétaire général de l'UNC ici, M. Billy Kambale, j'ai eu à faire avec lui un projet. En 2016, on a travaillé un projet ensemble, mais dans le cadre de l'UNC, parce qu'à cette époque-là, mon agence Hightech Cerveau gérait, c'était parmi les agences recrutées par une entreprise de la place, et c'est de là où j'ai été contacté. On a fait un travail d'ensemble, mais je n'étais pas membre de l'UNC. Il n'y a pas que ça. Donc c'est pour vous dire que ce qu'il faut retenir aussi lorsqu'il faut être membre de l'UDPS, il faut respecter trois choses. C'est ce qui est important chez nous. Il y a d'abord le respect de texte, le respect de la hiérarchie et la discipline du parti. Est-ce qu'elle a violé ces trois choses depuis, je ne sais pas si c'est quand, depuis qu'elle est à l'UDPS? Et si vous fouillez même les images, vous verrez des photos d'elle à côté d'Etienne Tshisekedi et de Mama Marthe. Donc comprenez qu'elle n'est pas une personne qui tombe dans la sauce UDPS. Elle est du Congo central. Comme certains voulaient faire entendre que non, Tshisekedi a nommé son frère et sa sœur, elle est du Kasaï et c'est son mari qui est... D'ailleurs, moi je connaissais le papa de son mari parce qu'à l'époque nous étions des petits enfants, non loin quelque part ici en ville où il y avait les alimentations chez Yaya. Et l'image que j'ai, lorsqu'on partait avec papa, on achetait des bières de type Bex ou Saint-Poli. Je crois que c'était parmi les grands pourvoyeurs et ces messieurs-là chez Yaya, M. Toulouka, qui a construit ce que nous appelons aujourd'hui Cité Verte. C'est lui qui est le promoteur de ce projet-là et je pense que c'est lui qui avait financé en grande partie ces projets. Donc ça n'a rien à voir avec des voix qui s'élèvent pour dire qu'elle est une étrangère. D'abord, ce qu'il faut retenir, elle est de père et de mère, son père est de Songololo et sa mère doit être des cataractes ici. Doit être des cataractes. Donc, Kassangoulou, vers les Bantando et consorts. Donc, elle est congolaise de pur sang. Et la toute dernière particularité est que pour la toute première fois dans l'histoire de ces pays, que nous puissions avoir des doubles brassards, c'est-à-dire avoir une femme qui est Premier ministre, et deuxièmement, le Congo central puisse gérer la primature. Parce que le Congo central, depuis l'époque Kassavubu jusqu'à ce jour, n'a jamais géré la primature.
que ce soit des hommes. Jamais. Nous n'avons jamais eu un premier ministre du Congo central avant. Jamais. On a eu des gouverneurs de la Banque du Congo central, tels que M. Ndele, qui a été gouverneur. Aujourd'hui, le régime LAFDEL a eu le soin d'occuper le palais de marbre. Mais celui qui a construit ces palais avec son argent, c'était Papa Ndele. C'était Papa Ndele qui avait construit ces palais, que la République, pour des raisons politiques ou des trahisons ou des malversations, c'est de cette manière-là que cette maison a été réquisitionnée par l'État et c'est jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, on y arrivera. Avec un contexte sécuritaire compliqué, le panier de la ménagère qui, sans doute, laisse à désirer, le dollar qui ne cesse de grimper et les banditismes urbains qui bat son plein dans la ville-province de Kinshasa et dans d'autres villes aussi, etc. Est-ce que, selon vous, Joseph Edeba, sera-t-elle en mesure de relever les défis et les charges qui seront sur sa table durant son exercice? Merci pour la question, cher Rufin Koubedesso. Je commence par saluer mon co-débatteur Patrick Piana, qui est un cadre combattant d'élu de PES. Je salue aussi tous les téléspectateurs de cette émission, très suivie de partout. J'ai eu des échos la fois passée, en tout cas c'était très intéressant. Alors, pour répondre à votre question, si Madame la Première ministre sera-t-elle à mesure d'assumer les responsabilités et charges lui données par les chefs de l'État, je dirais, le Congo aujourd'hui, vous savez, a beaucoup de nécessités. La République a beaucoup, n'est-ce pas, à faire, à restructurer, à composer. Alors, tout à l'heure, il serait un peu prématuré de penser et d'imaginer si elle sera à mesure d'occuper ses fonctions. Parce que jusque-là, on n'a pas encore commencé à travailler comme il se doit. Mais nous espérons qu'avec l'ossature de l'actualité politique et puis les craquants politiques que nous avons actuellement, il nous faut non pas seulement quelqu'un qui a un background considérable, non pas seulement quelqu'un qui a un cursus en tout cas louable, comme vient de le dire notre cher frère Patrick Piana, mais il nous faut avoir aujourd'hui à la tête de cette institution, ce que je veux dire la primature, une personne qui a les capacités à diriger le pays vers des horizons prometteurs. Et ceci est très loin de la question du genre, parce que vous allez entendre beaucoup de gens dire eh bien, écoutez, c'est la première fois qu'on puisse nommer une femme à ce poste de la primature et c'est vraiment quelque chose de bien. Oui, nous ne le refusons pas, comme certains voudraient même dire que c'est les présidents Tshisekedi qui gagnent comme champion en la masculinité positive. Mais écoutez, c'est une bonne chose. Mais au-delà de ce que le Congolais attend, il est très loin d'imaginer que la question de la féminité ou pas fera avancer le pays. Je pense que sur ce point-là, nous sommes d'accord et nous pensons que madame ne va pas seulement se contenter de se considérer comme première femme à être nommée à ce poste, mais va travailler de manière durable, de manière percutante pour, n'est-ce pas, aller vers des décisions qui, n'est-ce pas, avantageraient l'intérêt du peuple, l'intérêt de la nation, et puisque les attentes sont énormes. Et c'est comme ça que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, s'il faut poser la question à l'histoire, nous saluons les efforts du progrès qu'a installé l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui jusqu'à aujourd'hui bat les records en termes de longévité à ses postes de primature depuis l'accession du pays à l'indépendance, parce qu'il a été aussi très bon gestionnaire. Mais le président Félix Antoine Tshisekedi vous dirait le contraire quand il dit que pour lui, le meilleur Premier ministre à avoir géré la République démocratique du Congo est Sama Lukonde. Il a jeté des fleurs sur Sama Lukonde que sur Matata Ponyo. J'étais de fleurs. Le président Félix Tshisekedi jette toujours un peu de fleurs un peu partout, s'il faut le dire, parce qu'il a toujours jeté de fleurs à la réalisation, par exemple, de la bancarisation de Matata Ponyo. Il a toujours loué comment est-ce qu'il a travaillé à l'époque. Et pour comprendre, si j'ai dit qu'on pose la question à l'histoire, j'ai fait ici allusion à la durée des gouvernances
qu'a réalisé Matata Ponyo à la tête de la primature. Depuis que le pays a accédé à l'indépendance, il n'y a aucun Premier ministre qui a fait plus de temps que lui. Et au-delà de ça, il n'y a aussi aucun Premier ministre qui a fait plus de travail que lui dans le sens de la gestion du cadre macroéconomique, parce qu'on a fait beaucoup de progrès. Et c'était sous sa gouvernance, pour la première fois, que le pays est arrivé à faire des excédents budgétaires à hauteur de 1,44 milliard de dollars. Et depuis ça, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu réaliser des excédents budgétaires. Ça, en 2022, c'était à hauteur de combien? Nicolas Kazadi, on a réalisé un excédent budgétaire parce que le budget était tempoté à 10 milliards et on est passé jusqu'à 11 milliards, raison pour laquelle il a fallu qu'il y ait une loi rectificative par rapport à quant à ces. Je ne vous ai pas coupé la parole. Vous ne m'avez pas coupé la parole. C'est aussi une information à vérifier, bien entendu. C'est un échange. Non, 2022, vous pouvez mesurer la... Non, c'est ce que je dis. Le budget était à 10 milliards. Et on a collecté jusqu'à 11 milliards 300, je crois. Jusqu'à 11 milliards 300. Vous n'avez pas aussi de précision pour dire vrai. Bon, espérons que vous puissiez nous apporter la prochaine fois la précision, mais je dirais que c'était la seule année où le pays, depuis son accession à l'indépendance, a pu réaliser un excédent budgétaire. Ce qui revient à dire que même sur le classement de Doing Business, le pays avait fait un bond de progrès qui était en tout cas appréciable. Mais cependant, cette base-là aussi a servi à ce que le pays puisse progresser, n'est-ce pas, jusqu'à ce que nous arrivions aujourd'hui. Mais hélas, il faut que nous puissions ne pas oublier que pour que le pays puisse aller de l'avant, il y a nécessité de mettre à la tête des institutions des gens compétents. La compétence voudrait parler réellement du pragmatisme, ce qui va devoir se faire puisse matcher avec les attentes des Congolais. Et nous pensons que Madame la Première ministre Soumino va devoir se mettre au travail et éviter de faire ce que nous a présenté notre... Mais puisqu'elle dit déjà, elle présente son gouvernement, son prochain gouvernement comme le gouvernement de compétences professionnelles. Ça voudrait dire qu'elle envoie déjà un message fort pour le gouvernement qui va l'accompagner et surtout pour l'exécution de ses tâches. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons très peu de temps à accorder aux paroles parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de réalisations qui puissent prouver à suffisance que le pays peut compter sur des individus que sur des paroles. Parce que tout le monde peut en tenir, tout le monde peut dire que bon voilà, ce sont des warriors, comme c'était à l'époque avec Sama Lukonde, mais à la finalité, Sama nous a laissé, en tout cas, pas grand-chose, s'il faut le dire en termes clairs. Je pense que Madame Souminoa, nommée Première ministre aujourd'hui, nous apporterait en tout cas ce que nous attendons de plus de lui, comme une personne qui a un parcours élogié, qui a aussi une expérience comme dans le bien, comme dans le mal. Parce qu'il faut assumer aussi qu'en étant dans le ministère des Plans, il a travaillé directement avec Sama Lukonde qui n'a pas réussi son mandat et qui est parti. Dans le gouvernement Sama 2. Patrick Piana, nous avons une femme à la tête de la primature. Ce qui veut dire, on a vu des messages des liesses de femmes, surtout le combat de femmes, il faut le dire, pour ces femmes-là, c'est une récompense. On peut tout dire, mais pour elles, le président de la République a d'abord eu à avoir un œil regardant sur ce que font les femmes. En même temps, nous avons une guerre à l'Est. Nous avons des femmes qui sont violées, qui sont tuées en même temps. Nous avons des bébés et tout ça, de meurtres en tout cas, qui sévissent là-bas au quotidien. Est-ce que vous croyez qu'après tous ces ministres hommes qui ont eu à défiler, depuis que cette guerre à l'Est de la République démocratique du Congo a commencé, c'est cette responsabilité de la femme, pour une fois, aura à mettre fin de toutes ces atrocités? Je pense vous y croyez ou comment? Est-ce qu'elle aura un œil regardant à ce qui se passe à l'Est de la République? Non, dès l'entrée des Jeux, lorsqu'elle a eu à prendre parole, elle dira que dans ce qu'elle a comme perspective, dans un premier temps, c'est deux choses. L'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo et deuxièmement le pouvoir d'achat de la population, c'est-à-dire le social de la population. Exact. Raison pour laquelle elle a exigé que son gouvernement soit composé des gens qui seront à la hauteur de faire face aux problèmes tels que posés. Compétences et professionnelles. Deuxièmement, ce qu'il faut retenir, qu'elle a passé un bout de temps à travailler dans la partie Est de la République démocratique du Congo, dans le cadre des institutions des Nations Unies. Donc, ce qui prouve à suffisance qu'elle ne peut pas rester indifférente. Et deuxièmement, lorsque vous essayez d'analyser ce qu'elle a pu faire au ministère du Plan
Elle a réalisé beaucoup de choses qu'elle ne fait pas beaucoup de publicité. Ce qu'il faut savoir est qu'elle était vice-ministre d'abord de M. Mwando. Et avec M. Mwando, ils ont réalisé un chemin qui est éloquent parce qu'il n'y a pas trop de publicité en cette matière-là. Premièrement, si vous prenez par exemple le climat des affaires, on peut parler de la morosité du climat des affaires parce qu'on n'a pas encore atteint ce que nous pensons. Mais si vous analysez l'indice Bloomfield, vous allez comprendre que nous sommes passés de 5,1 à 5,5. C'est sous elle. C'est pour vous dire que le pays aujourd'hui est fréquentable. C'est-à-dire les investisseurs, oui, au ministère de Plan, les investisseurs peuvent venir. Et dans l'entretemps, c'est sous elle qu'il y a la gestion avec le ministre de l'Industrie. En termes de planification, il y a ce qu'on appelle la zone économique spéciale qui aujourd'hui s'étend dans 6 compartiments de la République démocratique du Congo. Si vous partez aujourd'hui à Maluku, vous allez comprendre que les choses commencent à bouger. Les choses commencent à bouger et c'était planifié. Et outre ça, il y a par exemple le dossier des ports en eau profonde. C'est dans sa planification. Okay. Et je crois d'ici 2025, ces ports-là seraient opérationnels. Donc c'est pour dire que s'il y a plusieurs dossiers qu'elle a pu gérer, ça signifie que parler de problème de l'Est, d'abord, étant que ministre de Plan et aujourd'hui Premier ministre, on a parlé de la loi de programmation militaire. Lorsqu'on parle de la loi de programmation militaire, on ne peut pas programmer, mettre en place un budget pluriannuel sur le plan militaire sans pour autant songer à associer le ministre de Plan. Parce que lorsqu'on nous parle de la loi de programmation militaire, ce n'est que la logique d'un budget pluriannuel qui permet tout simplement le développement de l'armée, l'équipement de l'armée. Et aujourd'hui, nous pouvons le dire, en République démocratique du Congo, depuis l'époque de Zaïre jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'armée n'a jamais été équipée de la manière dont l'armée est équipée. Je crois que c'est visible. C'est visible et il y a des pis-aller dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire que et c'est sous elle qu'on a parlé de Fonarev. C'est-à-dire on a mis en place une structure qui s'occupe tout simplement des victimes des viols et des atrocités que nous connaissons par-ci, par-là, entre autres dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais en même temps, Patrick Piana, oui, selon les observateurs et les analystes de la société congolaise, on dit aussi que c'est sous elle qu'il y a eu la mégestion au ministère du Plan. Il y a eu des détournements, il y a eu des bavures. En même temps, vous faites éloge en sa personne, mais en même temps, on parlerait de la mégestion aussi. Moi, je ne fais pas de l'éloge. Je dis ce qui est vrai. Je me limite à ce qui est, à ce qui est présenté, à ce que j'essaie de palper. Mais lorsque vous parlez de la mégestion, je pense que lorsque vous gérez un cabinet ministériel, il y a un comptable public. Il y a un comptable public du fait que c'est ce comptable qui est pécuniairement responsable en ce qui concerne la gestion des fonds de l'État. Est-ce qu'il y a eu une action de l'IGF dans le sens d'avoir arrêté un comptable dans ces ministères parce que le ministre était impliqué? Jusque-là, non. Donc, il ne faut pas à ce que nous puissions parler République comme si nous ouvrons un livre de blablabla. Qu'on nous dise ce qui est concret et après analyse si c'est du vrai. Moi, je ne garde pas ma langue pour dire que non, là, il y a eu un ça ne va pas. Donc, il ne faut pas qu'on essaie d'estampiller quelqu'un alors que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments probants qui prouvent qu'il y a eu de mégestion au ministère. Vous venez de dire que l'IGF se félicite comme ça de la volonté de la nouvelle primature et surtout de Mme Judith Tuluka de lutter en tout cas contre le détournement des deniers publics. Pourquoi la même IGF n'avait pas eu à mener des inspections au ministère du Plan pour essayer d'en savoir un peu plus par rapport aux observateurs qui disent qu'il y a eu mégestion au ministère du Plan? Bon, je crois qu'on est tous Congolais, nous suivons les informations, l'évolution de la gestion politique du pays. Jusqu'à ces jours, je n'ai pas eu des informations quant à ce. Est-ce qu'on a parlé des détournements dans une structure du ministère de Plan, que ce soit la NAPI et tant d'autres? Jusque-là, il y a question mark. Donc jusque-là, on n'a pas parlé dans ce sens-là. Ce qu'il faut savoir est que l'IGF, dans sa mission, est habitué à faire 3 types de contrôles. Mais que ce soit dans le contrôle a priori, concomitant, ou dans le contrôle a posteriori, on n'a pas parlé de ça. Mais ce qu'il faut retenir est que dans tout contrôle, dans toute activité de l'IGF,
ils sont censés mener ce qu'on appelle le contrôle des gestions. Et le contrôle des gestions, c'est fait entre l'inspection générale des finances et le comptable. Parce que le bureau comptable, en fait, un inspecteur général des finances, avec l'ordre des missions, n'a pas en fait des contraintes. Il va aller faire son travail pour suivre la gestion courante de deniers publics. Alors, à ce qui concerne le ministère de Plan, s'il y a eu des projets qu'elle a gérés, par exemple le PDL 145 territoire, je pense que pour ça, il y a eu 3 structures qu'on a à pointer. Il y a le CFF, géré par Alain Ngungu, il y a le BSECO, géré par Jean Mabi, et il y a le PNUD. Donc, je pense que l'IGF, actuellement, est en activité par rapport à toutes ces structures qui ont pu gérer le fonds public de l'État. Même s'il y a eu ministre de tutelle, mais ceux qui sont redevables parce que ce sont des structures avec autonomie de gestion. Donc, c'est à eux de se présenter lorsqu'il y a convocation de l'IGF pour répondre. Donc, jusqu'à ce jour, moi personnellement, je n'aimerais pas fonder mon argumentation sur des blablabla. Okay. J'aimerais avoir des éléments probants. J'aimerais pas avoir l'esprit autobaga congolais likundu pour moninga positionner. Mais j'aimerais que je sois rationnel par rapport à ce qui doit être dit et à ce qui est faisable. Donc, on n'est pas là pour faire des procès d'intention lorsque jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas cité cette dame-là en termes de détournement. Jonathan Gwele, président national pour l'amour du Congo, PAC en sigle, bienvenue dans Semaine en 45. Merci. Alors, quelle analyse faites-vous, puisque nous allons vous prendre comme ça? Vous allez en tout cas balayer l'analyse autour de la nomination du Premier ministre ou de la Première ministre, ça dépend de comment les dire. Madame le Premier ministre, Judith Tuluka Suminwa. Quelle est votre analyse? Bien, merci. Je pense déjà qu'il faut d'abord rappeler à l'intention de compatriotes congolais que Madame Judith Suminwa est métissée. Ça, c'est une précision de taille. Et que désormais, Moïse Katumbi n'est pas les seuls à être métissés. Olivier Kamita, tout non plus. José Ndundu non plus, ils sont nombreux. Et il y a même la chef du gouvernement qui l'est. Donc le débat pour... Mais on dit qu'elle est des pères et des mères après. Voilà. Moi, j'ai vu le certificat de nationalité de Moïse Katumbi, mais pour Madame Suminwa, je n'ai pas vu. Donc, il est très intéressant comme chef du gouvernement qu'elle puisse nous les présenter ou que les personnes qui les connaissent de près puissent témoigner. Ça nous permettra de nous situer, de mieux lever tout ce qui peut y arriver comme zone d'ombre. Mais lorsqu'on parle de la gestion de la dame comme ministre du Plan, j'ai scruté le compte-rendu du Conseil de ministres depuis la 92e jusqu'à la 236e, je crois, 37e là où nous sommes. Je n'ai pas vu là où Madame la ministre a opiné ou a présenté des politiques publiques en même d'élever son secteur. Je n'ai pas vu. J'ai encore scruté les différentes séances de travail qu'elle a eu à avoir dans son cabinet. Je n'ai pas vu où elle a organisé des séances de travail avec les entreprises relevant de sa tutelle. J'ai scruté encore les coûts d'exécution, parce qu'il faut le dire, ailleurs, on pense que le ministre du Plan est l'architecte du gouvernement. C'est dans ces ministères-là où tous les projets phares du gouvernement sont concoctés et préparés. Donc c'est pratiquement l'homme orchestre du gouvernement. À chaque séance, il doit obligatoirement parler. Voilà pourquoi on l'invite même dans les troïkas stratégiques ou des réunions de conjoncture. Parce que c'est l'architecte. Et ailleurs, sous d'autres cieux, on nomme, tenant compte de ce que la personne peut apporter. J'ai scruté en Afrique, et en Europe, il ne faut même pas en parler. Les États africains ont adopté l'idée de vouloir amener dans la gouvernance des gens qui connaissent et qui peuvent apporter quelque chose. La preuve, c'est que le président Ouattara, avant de nommer son gouvernement actuel, il a réussi tour à tour tous les préposés à la nomination. Et il a retenu ceux qui portaient des projets convaincants. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les cacao de la Côte d'Ivoire a franchi l'étape de l'Asie. Alors que pour plus de 50 ans, elle ne s'est limitée qu'en Europe. Pour dire que le ministre de l'Agriculture qui est venu, il a accompli. Et lorsque le président Ouattara parle, il commence d'abord par les ministères de l'Agriculture et de l'élevage. C'est pour dire que les ministères a effectivement fonctionné. Mais ici, lorsqu'il faut scruter la gestion de Mme Tuluka, je n'aimerais pas venir lorsqu'elle était conseillère, parce que les conseillers sont tous dépendants du DIRCAB. Ce sont des hommes effacés. Mais lorsqu'elle est ministre, qu'est-ce qu'elle a apporté de manière concrète
comme politique publique. Est-ce que le projet du gouvernement ont tous réussi? Je dis non. On parle de 145 territoires qui aujourd'hui totalisent 2 ans presque. Pour quel taux d'exécution? Et lorsqu'on est appelé à une gouvernance, on devient irrédevable devant l'autorité qui vous a désigné. Madame commet la grossière de bêtises. On la nomme, elle va dire merci à Kabouya. Est-ce que Kabouya a quoi à faire avec ce qui vous attend comme attente devant? L'informateur du président de la République. Moi je l'appelle Kabouya. Comme il y a l'habitude d'appeler Kabila, Kabila, il faut l'appeler Kabouya. Et puis même lorsqu'on rentre dans la logique de l'informateur, est-ce que Kabouya est informateur dans la logique de la Constitution? J'ai dit non. Parce que la Constitution voudra que l'informateur soit nommé par les présidents de la République, qui agit par ordonnance. Kabouya est nommé sous d'un communiqué, ce n'est pas indicable. Ce n'est pas un informateur au sens de la loi. Voilà pourquoi j'ai dit l'IDPS a beaucoup à apprendre de notre Constitution. Mais lorsqu'on vient parler des attentes, pour une République sous mode pilotage automatique, avec plusieurs urgences à résoudre, je pense que madame ne fait pas les poids de cette responsabilité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, un peu comme le Condé l'a été, elle serait également l'ombre d'elle-même. Pourquoi? Parce que déjà comme ministre, parce qu'il faut dire que le ministère des Plans, c'était le ministère d'État. Nous ne l'avons pas senti. Est-ce que nous pouvons croire qu'elle va faire quelque chose comme VP, Premier ministre? C'est pratiquement impossible. Et s'il faut se référer encore dans cette habitude qu'a l'UDPS de nous proposer que des gens qui ne sont pas capables de gérer, est-ce qu'il faut croire à l'UDPS dans la gestion? Pendant 5 ans, ils nous ont proposé que des gens qui nous ont causé du tort. Je prends le cas du ministère de l'Intérieur. Il vous propose un Gilbert qui vient, il nous appelle les M23. Pratique d'incompétence et de mauvaise gouvernance. On nous ajoute notre vieux du Sancourt qui est venu. On remarque que les bavures policières augmentent et on nous appelle un Kazadi encore. L'insécurité, les Koulouna et les Kaba-Kaba refait surface. Donc la réalité, c'est que dans l'UDPS, il est difficile de trouver les oiseaux rares. Et moi, je pense que Mme Soumino ne fera pas le poids de cette responsabilité auquel la nation espère en lui. Bon, si, il y a seulement des gens qui espèrent, hein, parce que moi, je ne vis plus dans cette logique-là. Alors, question directe à vous, messieurs. Oui ou non, Joseph Edeba, Judith Toulouka aura à mieux gérer face aux attentes, en tout cas aux défis et à tout ce qu'elle aura à assumer comme tâche? Nous espérons, nous restons aussi vigilants pour observer ce qui va venir. Patrick Piana? Bon, je pense que je voudrais d'abord m'apaisantir par rapport à ce qu'a dit Jonathan. Non, question directe, avant de passer à un autre sujet, puisque nous avons un sujet aussi à... Non, il a quand même parlé. Je souhaiterais, bon, comme vous parlez des questions directes, je pense que je ne peux pas être pessimiste. C'est l'optimisme qui anime mon esprit et je pense que la RDC, qu'on pensait être un trou noir, va petit à petit avec des pis-aller et je pense qu'avec la dame, nous pouvons relever les défis. Jonathan Guélé, et j'ai encore à vous poser la question. Ce n'est pas être pessimiste, c'est être objectif. Au vu des éléments que nous avons, la dame ne fera rien. Nous allons revenir ici pour critiquer sa mauvaise gouvernance. Vous avez parlé de la question, vous avez parlé de la question directe. Merci. Moi, je voulais répondre par rapport aux réalisations de la dame. Voilà. Parce qu'il a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé. Je voudrais rentrer par rapport aux réalisations de la dame. Nous aurons peut-être à en découdre une prochaine fois. Le temps file. Nous allons donc passer à notre deuxième thématique où le cardinal Ambongo, dans son message du samedi 30 mars 2024, à la messe de Pâques, il a fustigé le comportement des acteurs politiques qui, au lieu de s'épancher sur des questions importantes, eux préfèrent par contre s'engager dans des querelles politiciennes totalement déphasées avec la situation actuelle du pays où nous constatons qu'il y a de jeunes citoyens du pays qui migrent de l'autre côté dans l'Est de la République en rejoignant Corneille Nangaa dans la rébellion. Et dans le briefing, Patrick Mouyaya, qui est porte-parole du gouvernement, demande cependant au cardinal Ambongo de clarifier sa position sur
sur ces propos. Et s'il faudrait notamment revenir sur le propos du cardinal Ambongo, il dit un pays qui est attaqué, un pays qui s'est dit en guerre, la première chose à faire est de s'asseoir autour d'une table pour former ce qu'on appelle le front commun. Il poursuit pour dire, or aujourd'hui il n'y a pas de front commun, le front commun n'existe plus. Et il continue pour dire, comment voulez-vous des fils du pays qui partent d'ici, de Kinshasa, et qui vont rejoindre la rébellion à l'Est? Posons-nous la question. C'était là en tout cas de propos du cardinal Ambongo, mais nous allons nous en tenir à ça. Et la seule question, l'unique question que nous aurons à poser, c'est est-ce que aujourd'hui, à entendre ce que dit Patrick Mouyaya, le cardinal Ambongo encouragerait-il ou appuyerait-il la rébellion à l'est de la République démocratique du Congo? Patrick Piana, vous en dites quoi? Bon, je pense que si nous allons parler du cardinal Ambongo, on parle de lui pas étant que prélat. Nous parlons de lui étant que politique. Il n'a jamais été objectif. Il a toujours une famille politique qui n'a jamais cessé d'encenser. Mais je me vois étant que catholique. Je suis catholique, un pratiquant catholique, mais je n'ai jamais pratiqué le caténa. Ce n'est pas une raison pour moi de se mettre à tuer les autres fidèles catholiques qui pratiquent le caténa, entre autres ma femme, parce qu'elle est championne de caténa. Donc, c'est tout à fait, c'est inacceptable ce qu'a dit le cardinal. Parce que nous sommes dans une période où on a beaucoup plus besoin de la cohésion nationale. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui a été candidat aux élections parce qu'il n'a pas été élu par ses frères de Lukunga et aujourd'hui il se retrouve comme étant rebelle? C'est ce que le cardinal pense encourager. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Mais si on doit parler, si on doit parler en termes de frustration, moi là, j'ai été frustré depuis 1982, lorsque j'ai vu mon papa être arrêté. Depuis 1982, j'étais élève ici à Boboto. Ce n'était pas une raison pour moi, même que pour mon père, de nous associer avec la rébellion de l'AFDEL. Ce n'est pas important à ce que le cardinal, qui est catholique comme moi, puisse soulever de telles initiatives qui, en fait, n'amènerait que des grincements des dents et de mort. Si vous pensez à une vision démocratique de la gestion de la République, pour chuter, disons-le, c'est le dernier mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. Préparez-vous sur le plan politique. S'il y a eu alternance politique entre l'opposition et le régime Kabila en 2019, si vous êtes sûr à ce qu'il y aura alternance, préparez-vous sur le plan politique, qui est d'aller endeuiller et qui est d'aller participer et encourager les viols de nos mamans à l'Est. C'est inacceptable, mon frère. Et Jonathan Gwele? Déjà, il faut préciser que le cardinal n'a jamais été politique. Contrairement à ce qui est passé. Je te le dis, il est politique. C'est déjà la première de précision. La seconde de précision, c'est que j'ai entendu, je souhaiterais d'ailleurs que Mouyaya puisse désormais engager des gens qui vont l'aider à mieux comprendre. Parce que nous ne sommes pas responsables de la mauvaise compréhension de Mouyaya Patrick. Tous nous avons eu l'opportunité d'aller à l'école, apprendre et éventuellement développer des connaissances. S'il a développé la diction et non la compréhension, c'est son problème. Et je l'ai dit comme compatriote congolais, le cardinal n'a rien à clarifier. Surtout pas envers un gouvernement de gens qui s'appellent Honorable Excellence. Surtout pas. Surtout pas. Et lorsqu'il faille scruter le fond, est-ce qu'aujourd'hui nous devons nous être fiers d'avoir la gouvernance actuelle comme gouvernance? Une gouvernance amorphe, une gouvernance des incapables. Patrick Piana dirait le contraire. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils sont arrivés, le taux de dollar était à combien? Laissez-lui dans le blablabla. Il est dans les blablabla. Je vous les concède, mais vous êtes dans les incapacités. Non, non, vous êtes dans les blablabla. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent les dollars au taux de combien?
nous avons des échantillons de prix derrière nous. Est-ce qu'aujourd'hui on peut nous dire que la société congolaise qui la vole encore derrière nous? Est-ce qu'on peut nous dire des élèves qui étaient à 30-35 dans des auditoires des classes sont à 30-35? Dans quel auditoire? Dans quelle université? Vous avez étudié au Japon ou en République démocratique du Congo? Si amélioration des universités, c'est maintenant. Allez à l'UNIKI, nous voir que même en termes de cotation sur le plan africain, on s'est amélioré. Vous avez fini? Oui, j'ai fini. Merci. Je vais t'aider. Hein, comme non, tu as besoin des éléments, je vais vous aider. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas des étudiants congolais qui sont acceptés en dehors du pays depuis 2019. Ce qui est faux, parce que moi j'ai inscrit ma fille au Canada, elle est là, elle étudie au Canada. Non, et je peux même la balancer ici. Vous plaît. Ce qui est faux. Donc vous vous inscrivez déjà en faux. Vous vous inscrivez déjà en faux. Je parle de ma fille. Je ne parle pas d'une autre personne. Je parle de ma fille. Vous vous inscrivez en faux. Il ne faut pas mentir la population. Évitons de mentir notre population. Évitons. Évitons. Jonathan Ngwele finir. Je parle de ma fille. Laissez-le finir. Évitons de mentir. Vous avez fini. Oui, évitons de mentir. Mon frère, Jonathan, cesse de mentir. Jonathan Ngwele, cesse de mentir. C'est indécent que vous non, cesse de mentir. Cesse de mentir. En une minute. Est-ce qu'il peut se cesse de mentir, mon frère. Patrick Piana, s'il vous plaît, laissez Jonathan Ngwele finir. Il parlait bien, mais il m'a dessus parce que j'ai compris que c'est le mensonge. En une minute, en une minute. Non, il n'y a pas d'une minute qui m'a dérangé. Oui. Je vais l'aider. Moi qui vous parle, je suis inscrit en thèse dans la plus grande des universités au Canada, en thèse. Mais moi aussi, je le S'il vous plaît, je vais vous aider. Je vais vous aider. Depuis 2019, ailleurs, précisément les pays que vous avez cités là, on a accepté des étudiants dans des écoles, des hautes écoles d'études, pas des universités. Tu ne me donneras pas le nom d'une université canadienne qui a accepté, les noms d'une université. Je ne parle pas d'école, université. Je sais de quoi je parle. Il faut donc faire la différence. Je sais. Au Canada, il y a deux sites. Merci. Je sais de quoi je parle. Et je peux même m'interrompre maintenant pour qu'il donne le nom de l'université et nous vérifions sur Google maintenant. Merci. Je sais ce que je dis. Donc je vais évoluer. Ils ont tué l'éducation. 30 secondes. Ils ont tué l'éducation. Voilà pourquoi il envoie sa fille dans une école. Dans une école, il faut préciser. Un peu comme les chaises, un peu comme l'IEC. Ce n'est pas une université. En évoluant, les sociales aujourd'hui. En 30 secondes. Est-ce qu'un parti socialiste pouvait nous laisser vivre dans ce socialisme ici? Ici. Où on ne s'est même pas acheté de bottes, de braises à 1000 francs. Je pense qu'aujourd'hui, l'incapacité de cette gouvernance est démontrée. La preuve, ils ont trouvé nos territoires sous notre contrôle. L'administrateur de Bunagana était congolais. Aujourd'hui, c'est qui? Je soutiens et j'encourage le cardinal à dénoncer haut et fort la mauvaise gouvernance de cette gouvernance. Joseph Edeba, que diriez-vous par rapport aux propos de Patrick Mouyaya qui, pour lui, demande des clarifications au cardinal Ambongo par rapport à ses propos? Je pense que moi, je vais rester dans l'analyse pour comprendre ce qui sont les motivations qui ont poussé Patrick Mouyaya à aller tenir tel propos. Parce que dans son rôle de prélat catholique, le cardinal Ambongo n'a fait que rappeler quelque chose. Il nous a interpellés à analyser les fonds de la raison qui pousse nos compatriotes à aller se rallier derrière un mouvement qui, n'est-ce pas, vient combattre les gouvernements actuels pour le faire partie. Notamment la rébellion à l'Est. Et je ne vois pas pourquoi est-ce que les cardinals Ambongo auraient à s'expliquer devant Mouyaya. Mais ici, nous vivons dans la même ville. Modéron Simba est aujourd'hui en prison parce que Modéron, il semblerait qu'il a parlé dans un audio et on l'a arrêté pour qu'il clarifie les choses. Kabouya lui-même, le secrétaire général et honorable de l'UDPS, a tenu des propos ici graves contre les parrains de l'alternance politique, le président Joseph Kabila. Est-ce qu'il a été demandé à Kabouya de clarifier ses propos? Je m'étonne que... Qu'est-ce qu'il arrive de fois que le ministre de la Communication puisse développer dans sa tête pour venir parler? Est-ce que c'est le besoin, c'est pour le besoin de se faire voir ou c'est pour le besoin de se faire considérer à la hauteur de Mende et les autres comme étant un bon communicant? C'est dommage et c'est d'ailleurs aussi des raisons qui poussent certains compatriotes, au-delà du fait qu'ils soient déçus de la mauvaise gouvernance, à aller joindre des mouvements rebelles. Maloba. Vous voyez, donc je pense que les propos du cardinal Ambongo sont des propos qui interpellent la conscience de nos gouvernants actuels de pouvoir évaluer les raisons sociales qui pousseraient des Congolais et des compatriotes
à joindre d'autres mouvements pour combattre dans leur même territoire. Donc voilà. Merci Joseph Edeba. Et donc c'est par ici, mesdames, messieurs, que nous mettons un terme à cette émission. Je rappelle donc Patrick Piana, qui est secrétaire fédéral chargé d'études et de planification UDPS Tshisekedi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et aussi Jonathan Gwele, président national pour l'amour du Congo, pas ton sigle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, bien correct. Merci. Et Joseph Edeba, président fédéral LGD. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci, cher. Merci à toutes les équipes des Digital Congo et merci à vous, fidèles auditeurs, auditrices et téléspectatrices, téléspectateurs, d'avoir suivi Semaine en 45 dès ces jours. Rendez-vous au prochain numéro.